et bienvenue dans Parenthèse au barreau, le podcast qui explore les coulisses humaines du métier d'avocat et des dossiers judiciaires. Je suis Barbara Para, psychologue spécialisée en expertise psychologique. Dans ce podcast, je reçois des avocats pour parler de leur métier, des situations humaines qu'ils rencontrent dans leurs dossiers et de ce qui se joue, parfois de manière invisible, dans les conflits qui arrivent devant la justice. Et ensemble, nous croisons les regards du droit et de la psychologie pour mieux comprendre les réalités humaines qui arrivent devant les tribunaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Émilie Vergne, avocate en droit des affaires, droit pénal, droit civil. Elle est également formée en communication non violente, en PNL, en gestion du stress et en détection des mensonges et de la vérité. Avec elle, nous allons parler d'un sujet central dans les dossiers judiciaires, la question de la preuve et de la crédibilité. Pourquoi certaines paroles sont-elles entendues et d'autres sont mises en doute? Comment se construit la crédibilité d'une personne devant la justice? Avant de commencer cet échange, peut-être quelques mots pour expliquer ce que l'on appelle la crédibilité du point de vue psychologique. Dans un contexte judiciaire, la crédibilité ne repose pas uniquement sur les faits. Elle est aussi largement influencée par la manière dont une personne s'exprime, par sa cohérence, par son comportement et parfois même par des éléments très subjectifs. Or, en psychologie, on sait que certaines situations, et notamment les situations de stress, de trauma ou de conflit, peuvent altérer la mémoire, le récit ou la manière de s'exprimer. Une personne peut être sincère et pourtant paraître hésitante, confuse ou peu convaincante. À l'inverse, une personne peut sembler très sûre d'elle sans pour autant dire la vérité. C'est tout l'enjeu de ces dossiers. Comprendre ce qui relève des faits et ce qui relève des perceptions. Eh bien, bonjour Émilie, merci d'avoir accepté de prendre la parole dans cette parenthèse. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi, Barbara. Je suis ravie d'être là. Pour commencer, Émilie, est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous parler de ton parcours? Tout à fait. Déjà, je m'appelle Émilie Vergne. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 2013. Et je suis compétente en droit civil, en droit pénal et en droit des affaires. Donc, c'est plutôt du côté civil, le côté privé du droit, hein. C'est-à-dire les relations entre les personnes, entre les particuliers. Ça, c'est la première chose. Je suis titulaire d'un master 1 en carrière judiciaire, de deux master 2, un en procédure et un en contrat, en droit des contrats. Et puis j'ai décidé de passer ensuite le barreau. Donc c'est les DAC de Versailles, l'école de formation qui m'a titularisée en tant qu'avocate. Et puis dans le cadre de ma formation, j'ai décidé également de me spécialiser, alors spécialiser entre guillemets parce que j'ai pas passé de spécialisation, mais j'ai décidé de suivre le parcours de la défense pénale d'urgence, être davantage compétente dans ce domaine-là. Et dans le cadre de la formation des avocats, j'ai fait un petit tour en tant qu'auditrice de justice, c'est-à-dire que j'ai intégré la promotion des magistrats de 2012 sur la partie seulement théorique. Donc, j'ai pas fait l'accompagnement après qui me permettait de finaliser, hein. C'était vraiment dans le cadre de ma professionnalisation en tant qu'avocate. Et puis, pendant mes études, j'ai aussi choisi d'exercer en tant qu'assistante de justice pour mieux comprendre un petit peu ce que voulaient les juges, comment analyser les faits, comment analyser les preuves, les situations, parce que l'assistant de justice, il est là pour prendre le dossier, en fait, des deux avocats et ou même tous les avocats, en fait, toutes les parties. Il regarde quels sont les moyens, quelles sont les demandes, quelles sont les preuves, il prépare le tout pour le juge. Alors, c'est pas tous les magistrats qui font ça, qui ont des assistants de justice, mais c'est quelque chose que j'ai voulu faire pour, en termes de psychologie inversée. Je pense que ça te parle pour le coup, pour mieux comprendre un petit peu à qui j'avais affaire et qu'est-ce qui était attendu dans les dossiers. Donc pour moi, la partie psychologique, ça a toujours eu un point central en fait dans ma vision des choses. Et puis après, la vie a fait que je me suis intéressée, donc on en parlera un peu plus tard, mais sur la communication non violente, comme tu l'as dit, mais aussi l'hypnose, la PNL, détection de mensonges et vérités, qui sont des outils que j'utilise dans le cadre de mon travail, hein, pour mieux comprendre les situations. Euh,
Mais aussi d'un point de vue personnel, ça peut vraiment être très utile. C'est assez sûr aussi. Et puis, à côté de ça, je suis aussi autrice et conférencière et j'anime une chaîne YouTube sur le droit qui s'appelle Émilie Vergne Avocat. Et en fait, eh ben, l'idée, c'est de présenter des points de droit de manière accessible pour que ce soit plus clair pour, pour tout le monde, en fait. Est-ce qu'on va dire que l'idée, c'est de vulgariser parce que moi, la première chose que j'ai eue quand je suis arrivée en droit, c'était, et de quoi on parle? On me donnait une définition, il y avait 3 mots que je ne comprenais pas. Et puis, à chaque fois, bah, il y avait encore 3 mots. Donc, je me suis dit, OK, ça devient compliqué. L'idée, c'est de vulgariser pour que ce soit clair pour les justiciables, en fait. Voilà. Merci, c'est très complet. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de crédibilité et preuve dans les situations de manipulation ou de violence psychologique. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser particulièrement à ces genres de situations? Alors, d'abord, c'est personnel. Malheureusement, moi j'ai été victime d'emprise psychologique hein, dans un cadre privé et qui le restera, donc je rentrerai pas dans le détail. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Pourtant, c'est pas, enfin, c'est un sujet auquel j'étais sensible en tant qu'avocate et c'était sûrement ce qui était le plus difficile à identifier du coup, parce que je me disais ben non, moi j'ai ma super cape, j'ai ma super robe, ça peut pas m'arriver. Et si pourtant. Et, euh, et ce qui était dur, c'était de me rendre compte au fur et à mesure, avec l'aide de mon entourage, que oui, j'étais en train de me faire grignoter, éroder et dominer. Et que du coup, il y avait plus l'Émilie enfin, qui existait, elle n'existait plus en fait. C'était les mots du fameux auteur qui étaient dans ma bouche, ses pensées, sa manière de réfléchir et je n'avais plus ma place à l'intérieur de moi-même en fait. Donc ça, c'était la première chose. Mais en fait, après, je pars du principe qu'en fait, eh ben, tout est une question de fréquence et qu'on attire les personnes qu'on doit rencontrer. En fait, tout est une question de rencontre en fait. Du coup, j'ai été amenée à faire des rencontres de personnes qui ont été confrontées également à des victimes, enfin, des violences et à l'emprise, des violences surtout psychologiques. Et du coup, ben, ça se voyait aussi dans le cadre des couples, hein, pour le coup, avec des dominations progressives, des personnes qui savaient pas poser leurs limites, mais du contrôle également, sous couvert de la jalousie ou de valeur ou de respect. Après, ben, j'ai pu le voir dans les familles, avec des parents qui mettaient de l'emprise sur les enfants ou des enfants qui avaient l'emprise sur les parents ou sur même les grands-parents. Donc, c'était un autre prisme, mais également sur des autorités, ben, dans le cadre du travail notamment des managers qui avaient une emprise sur tout simplement sur les personnes qu'elles devaient encadrer, hein, sur les employés, mais même dans des religions, dans des cadres même de psychologie malheureusement et de développement personnel, hein, avec des personnes qui se sont confiées, qui ont confié leur établissement, on peut dire, à des professionnels et ça s'est retourné contre elles malheureusement alors qu'elles étaient pleines d'espoir. Et puis j'ai pu le voir également dans plein d'autres dossiers au final, parce que même dans des cadres un peu plus, on peut pas dire criminels, mais on va dire des cadres pénaux, des fois il y avait des situations qui étaient créées par des situations d'emprise en fait, avec des papiers qui étaient récupérés, des dépendances économiques, des pressions psychologiques, qui faisaient qu'en fait c'est comme si le choix n'en était plus un parce qu'il n'y avait plus le libre arbitre en fait derrière. Se poser une question forcément de responsabilité et de culpabilité derrière. Donc c'est très vaste et on voit que ça peut toucher tout lieu, tout domaine, malheureusement. Quand on parle de violence, on parle souvent de la violence physique. Euh, Pourquoi, d'après toi, la violence psychologique, elle peut être plus difficile à identifier? Euh, Disons que quand on parle de violence physique, on va parler de quelque chose de matériel qui peut facilement s'identifier, qu'on peut voir en fait tout simplement, parce que on va le voir par des blessures pour commencer, par des certificats médicaux, par des fois des expertises médicales hein, qui sont concrètes, par des photographies. Bref, on va pouvoir l'identifier. Ça va se voir sur le corps, par des messages, par des photographies. C'est matériel en fait, c'est palpable. Quand on parle de violence psychologique, souvent c'est érodé, c'est invisible. La question c'est comment est-ce qu'on va faire pour
pouvoir lever cette cape d'invisibilité et montrer ce qui existe. Et le problème, c'est qu'avec les violences psychologiques, le plus souvent, eh ben, elles viennent de manière progressive. Et c'est toute la difficulté parce qu'en fait, eh ben, on voit pas le pouvoir être cédé d'un seul coup. C'est tellement progressif que ce n'est pas évident. Et il y a souvent des jeux de manipulation qui sont mis en place qui font qu'en fait, c'est comme comme si le consentement était fabriqué. On va venir provoquer une réponse. Et on va croire qu'en plus, eh ben, cette réponse, on l'a choisie. Pour te donner par exemple un exemple, d'ailleurs, on le voit même dans les relations publiques, hein, on va créer une problématique, hein, on va créer un problème et puis après, on va apporter une solution directement. Ou on va te faire culpabiliser sur une situation alors que la problématique, c'est l'autre qui l'a créée. Ou tout ce que tu es en train de dire, en fait, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. En fait, tu n'as plus la possibilité, en fait, on invalide quelque part, on disqualifie ta perception. Donc, au final, eh ben, avec tous ces mécanismes-là, tu n'arrives même plus à voir ce qui, à voir ce qui est, et tu finis par douter même de ta perception et de ce que tu es en train de vivre. On parle souvent d'inversion de responsabilité, effectivement. Et d'après toi, donc les mécanismes de manipulation ou d'emprise que tu observes le plus souvent dans ton métier, lesquels sont-ils? Alors, la question euh, est un peu délicate pour moi parce que je vais distinguer les mécanismes des outils. Parce que pour moi, la mécanisme, en fait, c'est pas la première chose que je vais voir. Je vais d'abord voir les outils. Donc, les outils que je vais observer, ça va être les dépendances, aussi bien affectives, psychologiques, émotionnelles, qui vont être renforcées. Donc, dépendance économique, donc quelqu'un, notamment quand il y a des mariages, hein, on va te dire, ah ben non, t'inquiète pas, je vais assurer la sécurité du foyer, ce qui est très honorable. Sauf que derrière, eh ben, il n'y a pas de compensation, hein. C'est l'argent de monsieur ou de madame, et puis l'autre est complètement asservi, et puis dépend totalement de l'autre dans les dépenses pour pouvoir quémander. Psychologiquement, il y a un lien d'autorité, de domination qu'on voit. Même de contrôle, en fait, on n'ose même plus s'affirmer et se positionner en tant que personne, comme si l'autre, en fait, était supérieur à nous et pouvait invalider nos ressentis, qui on est, nos perceptions. Et puis émotionnellement, il y a aussi ce point-là. On va voir aussi beaucoup de contrôles. Alors des fois, j'ai même pu voir des contrôles GPS, hein. C'est des GPS dans les téléphones. On sort une arme sur la table bizarrement quand ça convient pas. On hausse le ton. On inverse tout le temps la responsabilité. C'est jamais la faute du responsable, hein, quelque part. En fait, ce sont des outils comme ça qui font qu'en fait, les uns après les autres, avec l'isolement, etc., on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et notamment, ce que tu peux voir, c'est que la victime, quand tu la connaissais à un point A au début, avant qu'elle fasse cette rencontre, et qui elle est après, c'est plus du tout la même personne. Alors, je veux bien croire aux transformations à partir du moment où elle est bénéfique pour la personne et qu'elle l'a choisie vraiment. Ça, c'est autre chose. Et après, il y a les mécanismes, en fait, qu'on peut observer, parce que finalement, dans le mécanisme de l'emprise, on peut remarquer que il y a d'abord ce ciblage et cette lune de miel. Au départ, il y a tout qui est rose au tout début, et puis on peut bien l'observer. Et puis après, petit à petit, on voit une érosion progressive, et on voit cette espèce de conditionnement entre la violence, mais également l'apaisement. Et puis cette lune de miel qui peut revenir, et puis après, tous les outils qui viennent s'enchaîner les uns avec les autres, ce qui fait que il y a ce conditionnement et le cerveau ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre son alerte et son discernement, et avec le contrôle qui se renforce et la domination, on voit bien, même dans les paroles de la victime à la fin, que c'est presque si elle était en train de prendre la défense, en fait, elle devenait l'avocat de son bourreau, quoi. C'est assez étonnant. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là, en fait, aussi bien les outils que les mécanismes, donc, c'est-à-dire la répétition de tout ça, qui permet d'identifier la situation, je Et dirais. c'est pour ça que les victimes elles-mêmes, parfois, ont du mal à identifier ce qu'elles sont en train de vivre et subir, même. Et d'après toi, pourquoi ces situations sont parfois difficiles à faire comprendre à l'entourage et aux professionnels? Euh, en fait, la première chose, c'est pourquoi est-ce que la victime a choisi? C'est vraiment la question qui revient, c'est mais pourquoi t'es resté dans cette situation? C'est pourquoi t'es resté dans cette situation? Pourquoi toi? Pourquoi t'as choisi cette situation? En fait, c'est pas logique. Il y a la responsabilité qui est renvoyée et en fait, l'entourage aussi bien que
les professionnels ne comprennent pas que c'est un conditionnement et que ce consentement, il n'est pas réel en fait, il a été fabriqué. Et ça reste encore assez tabou et très banalisé parce que bah, la question de la responsabilité, oui, elle revient et c'est souvent, bah, même on le voit dans les plaidoiries des avocats, c'est oui, mais elle est restée. C'est si par exemple, ah, bah, si elle s'est faite violer, c'est bien parce qu'elle a mis sa mini-jupe quand même, elle l'a bien cherché. Voilà, c'est toute cette invalidation sociétale. Je pense que il y a aussi beaucoup de contexte culturel, hein. On va dire que on va dire qu'on a eu tout un héritage socioculturel qui joue aussi dessus. Et puis, bah, et la question aussi, c'est l'épreuve, parce que les gens autour de soi, ben, ils disent, ben, en fait, mais moi, je n'ai rien vu, je n'ai pas compris. Et ce qui est même très embêtant pour les familles, c'est qu'autant qu'il y a des... Moi, j'ai eu la chance de voir que ma famille ait pu observer ce changement de situation. Mais il y a des manipulateurs qui sont particulièrement doués et qui, pour le coup, arrivent même à embobiner toute la famille autour. Si bien que même quand la victime se rend compte qu'il y a un problème, bah, elle se retrouve face au collectif, donc c'est-à-dire la famille qui s'est faite, enfin, qui s'est faite embrigader dans la situation et qui vient ralentir le niveau d'alerte de la victime et qui finit par se dire, ah ben non, c'est normal. Et puis bah, les professionnels, il y a vraiment, comme je te disais, toute cette partie de palpable, mais c'est vrai que des fois, la victime, elle arrive avec tout son émotionnel et c'est pas clair ce qu'elle raconte. Ça part dans tous les sens. Et du coup, se pose la question de la crédibilité, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que ça paraît complètement tiré par les cheveux, parce qu'il y a tout qui est mélangé en fait. Et puis, il faut quand même le dire, il y a aussi un point de vue économique, c'est qu'en fait, des fois, les professionnels, ils disent, bah, moi, pour pouvoir évaluer tout ça, j'ai besoin que vous me mettiez tous ces points-là, vous me les reliez. Sauf que la victime n'est pas en état de le faire. Et le professionnel, en fait, il peut le faire, enfin, il va pas le faire de lui-même, sinon il va donner sa facture. Et sur ce type de dossier très complexe, bah, la facture, elle est souvent salée. Et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est quand même une réalité économique. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme preuve pour rendre ces situations crédibles? J'ai envie de te dire que toute preuve est bonne à prendre, déjà pour commencer, mais il faut quand même distinguer les preuves au pénal et au civil. Parce que c'est pas la même recevabilité. Donc, on va d'abord commencer par toutes les preuves. Après, on verra, on va tout donner à l'avocat. Il va se dépêtrer un petit peu de cette situation-là. Euh, mais déjà, j'ai envie de te dire, toute photographie qui peut exister, hein, même si ça paraît complètement improbable, inutile, il y a eu un tout petit bleu ou quelque chose comme ça, bah, autant l'utiliser. Ou il y a eu une photo, on voyait un visage qui était fermé, ça peut montrer aussi, enfin, ou un visage qui était plutôt agressif, ça peut donner une idée. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de rassembler chacun des points de comportement les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment de combiner tout ça. Ça va être les messages qui ont été écrits. Alors, moi, j'aime bien utiliser la communication non violente dans ces moments-là. Et souvent, eh ben, dans mon accompagnement, je propose en fait aux victimes de répondre à la place. Parce que forcément, je vais mettre la personne face à sa responsabilité en enlevant tout l'émotionnel. Ou en le faisant prendre la responsabilité de son émotionnel. Et souvent, les victimes me disent, mais non, mais en fait, il va pas le faire. Il est trop manipulateur. Je fais, en fait, le problème, c'est que ça va tellement l'énerver de perdre le contrôle qu'à un moment donné, il va le perdre et il va écrire. Il va écrire. Ou sinon, s'il n'écrit pas, eh ben, ça va permettre et qu'il va être au téléphone, on va pouvoir montrer le schéma également avec les scans d'écran des appels et le fait que derrière, il y a eu un écrit et que systématiquement, il refuse d'écrire. Mais la répétition de cette communication non violente avec l'invitation à lui faire prendre de ses responsabilités, souvent ça l'emmène quand même à laisser un message. Et puis des fois, ça peut être les SMS, ça peut être les mails, ça peut être les appels. Alors, ça peut valoir le coup aussi des fois d'enregistrer. Faut savoir que l'enregistrement, c'est quand même une infraction quand la personne n'est pas au courant. Mais en même temps, bah, si vous la prévenez, elle va pas dire les mêmes choses. C'est tout à fait délicat. Donc, quand il y a une situation de danger, ça peut valoir le coup. Et puis après, c'est l'avocat qui mesurera la proportionnalité pour savoir si c'est recevable au pénal, au civil et dans quelles conditions. Pareil pour les vidéos. Donc voilà, et puis il y a les attestations qui sont valables aussi, les certificats médicaux et la fameuse expertise dont tu es pour le coup la grande experte, reprenons les termes. Parce que c'est vrai que moi, j'aime
bien envoyer les clients voir des psychologues. Et souvent, il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi dire. Parce qu'en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est une évaluation psychologique par quelqu'un de compétent qui va pouvoir dire, OK, je comprends votre situation, je vois quel profil vous avez, parce que le profil aussi est important en termes de crédibilité, pour savoir quelle est votre nature, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer, etc. Et ça va être pris en compte dans la recevabilité de la preuve derrière. Mais également, ça va être, OK, quelle était votre situation à un moment donné? Dans quelle situation vous êtes aujourd'hui? Quels sont les préjudices que je peux observer avec votre état psychologique aujourd'hui? Et cette évaluation, elle est très importante parce que bah, un magistrat, tout comme un avocat, on va dire qu'on est conscient de nos limites et bah, on va souvent tendance à avoir à se référer tout simplement à l'autorité compétente, aux professionnels compétents. Après, il peut y avoir des contre-expertises, mais pour moi, c'est super important d'utiliser cet outil-là qui est quand même à disposition. Et voilà. Donc, si vous cherchez une expertise, vous pouvez contacter Barbara parce qu'elle le fait. Ah, merci, Émilie. Tu es très gentille. Je t'en prie. Genre, elle est plus fréquente lorsqu'on essaye de démontrer ce type de situation, en tout cas dans l'expérience que tu en as. Tu peux répéter la question? J'étais encore sur, sur ce qu'on disait. D'après toi, les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on essaye de démontrer ce type de situation, qu'est-ce que tu as pu observer dans tes dossiers? Ouh là là, alors déjà, on va dire, comment dire ça élégamment? Le filtre dans les informations données. Ça, c'est la première chose. Pour la victime, pour moi, il y a toute une phase préparatoire avant d'aller voir son avocat et surtout de porter plainte, donc d'aller voir les autorités compétentes. C'est quels sont les faits de manière chronologique, ok, très bien. Quelles sont les preuves que j'ai? Est-ce que j'en ai? Oui, non. Qui était présent? Qu'est-ce que cette personne a vu ou pas? Ou sinon, dans quelle situation dans quel état j'étais après? Et de les reprendre un par un. Parce que très clairement, quand on part dans tous les sens et qu'on a toute cette vague émotionnelle qui arrive, le problème c'est que bah, l'avocat, comme le magistrat, comme les services de police, on n'est pas des psychologues. Et on montant la marge nationale, on va, on va dire travailler avec, mais c'est pas notre rôle, nous, de faire ce travail préalable. Et on n'est pas habilité à ça. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer d'abord sa charge émotionnelle pour pouvoir faire le filtre avec les faits et être bien clair sur qu'est-ce qu'il y a, parce que bah, sinon, bah, en fait, vous n'allez pas être compréhensible en tant que victime pour commencer. Donc voilà, ça va pas être digeste non plus. Et en plus, ça va augmenter la facture. Donc c'est pas du tout intéressant pour qui que ce soit quoi. C'est la première chose. Et puis après, il va y avoir justement tout ce travail de preuve également. Donc souvent, bah, on va voir l'avocat à ce moment-là. On essaie de réunir les preuves, mais sinon, on va essayer de voir l'avocat. Et l'idée, ben, ça va être de faire le tri sur ces preuves. Ok, moi j'ai eu de la dévalorisation, donc ouais, je peux voir la dévalorisation. Ok, ça c'est le dossier dévalorisation, preuve 1, pièce jointe 1, voilà, ça s'appelle, c'était le mail à telle date. Pièce jointe 2, il y a ça. Pièce jointe 3, c'est l'attestation. Voilà. Et là, par contre, eh ben, c'est sur l'isolement. À ce moment-là, voilà, à quoi est-ce que je peux voir que cette personne a essayé de m'isoler? Et de quelle manière? Est-ce que c'était économiquement? Est-ce que c'était parce qu'elle a essayé de me faire culpabiliser? Est-ce que quel processus elle a utilisé en fait? Chacun des points pour que ce soit bien clair, que ce soit trié et bah, après faire la liste de chacune de ces pièces qui sont bah, déjà identifiées. Hein. C'est pas une valise parce qu'il y a des clients qui arrivent avec des valises hein, et qui disent débrouillez-vous. Donc, non, non, c'est une liste de pièces qui sont facilement identifiables et qu'on peut retrouver. Et d'ailleurs, la pièce jointe 1 correspond bien à la pièce jointe 1. Et correspond bien au mail Intel qui correspond à la pièce jointe 1. Sinon, on va jamais s'en sortir. C'est souvent les erreurs les plus fréquentes que je peux voir en fait euh, dans ce type de dossier. Puis la troisième que je vois énormément aussi, en fait, il y en a même une quatrième, mais la troisième, c'est d'être au clair aussi sur que c'est pas parce que vous avez une histoire qu'en fait ça va devant un seul juge. Des fois, en fait, l'histoire, elle peut toucher plusieurs juges. Souvent, quand on parle de violence, on pense d'abord au pénal parce qu'effectivement, il y a une plainte qui va être déposée. Donc, on peut parler de violence dans cette terminologie-là au pénal. On va parler aussi de contrôle coercitif, on va parler de viol, etc. Et puis, des fois, ça peut avoir une incidence en droit de la famille ou sur un contrat ou sur une vulnérabilité. Et là, on est sur un dossier qui est civil. Et là, on va pas parler de viol
violence, on va parler de contrainte. Pourquoi? Parce que sinon, il peut y avoir des enjeux. Déjà, c'est pas le même tribunal qui est compétent. Donc, on va nous dire, mais en fait, moi, je ne peux pas traiter votre histoire de violence. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis pas là pour ça. Bonjour. Donc, pour vous, c'est un tout indivisible, mais moi, je traite que cette partie-là. Et puis, ben, de l'autre côté, ben, ça va être aussi une question de est-ce qu'on va vous dire il y a un risque de diffamation s'il n'y a pas de preuves, si ça n'a pas été reconnu par la justice. Et souvent, la victime est tellement en colère, en fait, qu'elle arrive avec son truc en plein milieu qu'elle pose et elle s'attend à ce que même bah, euh, l'avocat réponde à ses exigences, alors que l'avocat est à la direction du dossier en tant qu'expert et il va faire le tri dans tout ça. Et il va faire le nécessaire entre chacun des points pour pouvoir dire, bah, en fait, devant ce juge-là, on peut demander ça, devant ce juge-là, on peut pas, on peut demander ça. Et le reste, eh ben, va falloir faire confiance. Et c'est là où ça peut être délicat, c'est que quand on a été victime aussi, on se pose la question de la confiance, de vouloir recontrôler, se pose la question de la compétence. Est-ce que mon avocat il est vraiment compétent aussi? Est-ce qu'il fait bien les choses? Donc, tout l'intérêt de bien choisir dans Mm. tout ça, quoi. Et voilà. Et de pas hésiter, justement, tout à l'heure, je parlais de l'expertise, mais il y en a beaucoup qui veulent faire l'impasse sur l'expertise pour des raisons financières. Et pour moi, c'est une vraie erreur, en fait. C'est une vraie erreur de passer à côté de ça. Il y a des dossiers qui se perdent parce qu'il manque ce type de dossier, enfin de pièces plus techniques, en fait. La preuve supplémentaire, tout à fait. Mais tout comme voilà, son avocat, effectivement, on va pas le prendre dans les pages jaunes, mais on va le prendre parce qu'on le connaît, parce qu'on nous l'a recommandé. Je suis d'accord avec toi aussi. Bah, c'est ça. Et ce qui est vraiment délicat, c'est que, par exemple, tu vois, j'avais une cliente qui, justement, était dans une histoire de contrôle coercitif. Elle s'est faite un peu bazarder par tous ses avocats qui ne comprenaient pas le dossier parce que c'était trop et parce qu'effectivement, elle était tellement énervée qu'en fait, ils voyaient ça comme de l'agressivité. Alors qu'en fait, c'était pas contre l'avocat, c'était juste sa propre rage contre la situation. Et c'est vrai qu'elle partait un peu dans tous les sens. Donc, l'idée, c'était de la cadrer parce que sinon, ça devient très chronophage et c'est pas possible. Et la difficulté, c'est que par exemple, elle veut insister vraiment sur le contrôle coercitif dans un dossier sur un divorce. Oui. Et là, et elle voulait vraiment me mettre ce point-là. Je fais, mais en fait, non, madame, on peut pas mettre, on peut l'évoquer au contexte, mais le contrôle coercitif, ça va dans la partie pénale. Donc, à un moment donné, il faut savoir resituer tout dans son contexte. Si vous voulez, on peut aller au pénal pour alimenter également la partie civile. Mais va falloir qu'on se fasse confiance. Et c'est vrai que comme, eh ben, en amont, elle n'avait pas été suffisamment en confiance et elle a remis en cause la compétence de ses avocats. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait vraiment à ce moment-là, donc je ne prendrai pas de, enfin, je prendrai pas de retour dessus, quoi. Je me permettrai pas de juger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'était sa vision des choses, son ressenti, et je peux comprendre que derrière, ce soit plus difficile. Bien sûr. En fait, on a des métiers, psychologues ou avocats, qui ont cette similitude que ça doit commencer par établir la confiance dans la relation. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous raconter un exemple de situation où la question de la crédibilité, elle était particulièrement centrale? Tout à fait. Alors pour le coup, je vais déformer une partie parce que tu te doutes bien, secret professionnel, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc je vais mixer deux situations. On va prendre le cas d'un homme. Pourquoi? Parce que bah, déjà, on s'attend plutôt à ce que ce soit des femmes. Donc forcément, quand on dit qu'un homme a été violenté psychologiquement, tout d'un coup, ça prête plutôt à rire. Et c'est souvent malheureusement moqué, même dans les services de police. Donc la crédibilité a tout son enjeu là-dedans. Et puis bah, en fait, cet homme était resté en plus en relation avec une femme pendant des années. Et pourtant s'était marié. Il s'était marié, donc se pose la question justement, mais en fait, pourquoi il s'est marié alors qu'il y avait déjà des violences? C'est n'importe quoi. Donc deuxième problématique de crédibilité. C'est un homme qui se fait violenter. À quel moment un homme se fait violenter? Par sa femme en plus, se pose la question de la virilité, et puis en plus, il se marie derrière, c'est n'importe quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, comme c'était des violences plus souvent psychologiques, même s'il y en a eu des physiques, et c'était difficile à montrer, à démontrer. Donc quand je dis violence psychologique, et ben c'était passer son temps, cette femme, à le disqualifier. Dès qu'il disait quelque chose, c'était n'importe quoi. Donc c'est le fameux gaslighting dont on parlait tout à l'heure. Sa perception était toujours invalidée, donc il comprenait rien à rien, hein, ce pauvre monsieur. Donc elle le critiquait tout le temps aussi. Forcément, bah, il se sentait rabaissé.
elle inversait la responsabilité, c'était toujours de sa faute. Économiquement, alors c'était elle qui était dépendante pour le coup, mais la manière dont elle le faisait, ça donnait l'impression qu'en fait, eh ben, il n'avait pas le choix. La manière dont elle l'avait conditionné, c'était il n'avait pas le choix. C'était son rôle d'homme. Et puis de toute façon, eh ben, comme elle l'aidait, alors on ne sait pas trop ce qu'elle faisait au final quand on regardait les pièces du dossier, mais comme elle l'aidait suffisamment à la maison, bah, s'il ne rapportait pas suffisamment l'argent, il n'était plus un homme. Donc déjà qu'il ne se sentait pas très homme à ce moment-là, ça n'aidait pas, quoi. Donc il y avait vraiment toute cette situation-là. Et puis il y avait également, qu'est-ce qu'on avait également dans ce dossier? Euh, donc il y avait l'argent, il y avait les... Bon, déjà, on était pas mal avec tout ça en tout cas. Et oui, après, ben, qu'est-ce qu'il y avait des mensonges parce qu'il y avait des déclarations fiscales qui n'étaient pas les mêmes. Il y avait un compte joint sur lequel il y avait beaucoup d'argent qui était sorti, mais qui était sorti en douce, donc euh, on voyait pas tous les virements. Et pourquoi est-ce que j'utilise surtout la partie monétaire? C'est qu'en fait, après, ben, quand il y a eu le contexte du divorce qui a été amorcé, parce que dans ce dossier, il y avait un volet pénal et un volet familial. Et donc, quand il y a eu le contexte du divorce, ben, madame, elle a crié au secours. Donc, ben, monsieur, il a été condamné à un devoir de secours. Et comme à ce moment-là, il n'avait aucune preuve ni quoi que ce soit, alors qu'elle l'avait quand même foutu à la rue, hein, il dormait dehors, et ben, il se retrouvait sans un sou, alors qu'elle, eh ben, elle avait tout un gagne-pain qui était bien planqué. Il fallait quand même le dire, mais elle a eu le droit à son devoir de secours, et puis en plus, elle a eu le droit à une prestation compensatoire conséquente, alors qu'en fait, ils ont été mariés que 6 mois. Même s'ils avaient eu 12 ans de relation, ils avaient été mariés que 6 mois. Normalement, dans une prestation compensatoire, on tient compte du temps de mariage, pas du temps de... Du coup, c'était particulièrement extravagant et il fallait justement démontrer, donc dans le cadre du divorce, c'était même plus les violences, c'était plutôt les contraintes, en quoi le consentement avait été vicié, avait été altéré. Donc, on était dans toute cette démarche et tout ce langage qui n'est pas du tout le même dans un dossier civil que dans un dossier pénal. Et de l'autre côté, on était sur les violences, la démonstration du conditionnement par l'emprise, les violences psychologiques, il y avait de l'escroquerie dedans. Enfin, il y avait plein de points, quoi. Donc voilà. Donc, oui, j'ai mixé deux dossiers pour être bien sûr de ne pas avoir de problème en termes de secret professionnel, mais en tout cas, c'était vraiment toute cette problématique qui a été soulevée. Et le fait que ce soit un homme, comme je le disais tout à l'heure, c'était d'autant plus tendancieux, et ça a été repris énormément dans le discours, hein, parce que ah bah, c'est un fragile. Parce que bien sûr, fallait quand même en rajouter une couche, sinon c'était pas drôle. Bon, j'espère qu'il s'en est sorti, ce monsieur. Et ben écoute, ça se trouve, ils sont plusieurs, qu'est-ce qu'on en sait, vu que j'ai mixé. Ah, peut-être. Écoute, moi j'en ai eu un aussi pour une expertise psychologique où ça devait être le même monsieur. Voilà, exactement. Quel est ton regard professionnel sur tout ça? Comment tu vois la répartition des rôles entre avocat, psychologue, expert pour éclairer ces situations? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Euh, en fait, pour moi, effectivement, c'est quand même super important que la victime soit accompagnée d'abord d'un psychologue, hein, donc d'un psychiatre, en fait, déjà pour qui va gérer toute la partie reconstruction, gestion des émotions, de son estime d'elle-même, de sa confiance en elle, etc. Et de faire le tri pour commencer, déjà parce que c'est important en termes de guérison et que le droit ne répare pas forcément. Des fois, ça peut être même super dur, en fait, de choisir d'aller en justice. Des fois, c'est indispensable, hein, mais des fois, ça peut être super dur. Moi, j'ai choisi de juste porter plainte et de pas y aller après, parce que je trouvais que ça me tirait plus vers le bas. Et j'ai trouvé que la partie psychologique était beaucoup plus intéressante à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Et comme je le disais, en plus, ça permet de faire le tri sur l'émotionnel. Et donc, du coup, la victime est beaucoup plus à même, après, d'être factuelle avec son avocat ou avec les autorités qui vont être compétentes. Et puis, l'avocat, il va poser le cadre. Donc, ça, faut être prête. Parce que oui, il y a un cadre à respecter quand on va avoir un avocat. C'est l'avocat qui dirige le dossier, c'est tout. Et oui, bien sûr qu'on va tenir compte de ce que dit la victime parce que c'est quand même son histoire. Mais il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Il y a des règles à respecter. Et puis il va faire le tri, il va mesurer les preuves, voir l'appréciation, il va donner une stratégie qui va tenir compte aussi bien des besoins de la victime que
la situation réelle. Bah, par exemple, on va pas emmener une victime faire une plainte avec constitution de partie civile si elle n'est pas prête. Même, elle peut porter plainte au début, ça a tout son intérêt parce qu'effectivement, bah, ça met un signalement, ça fait ça rentre dans un système de fichage. Du coup, et ben, ça met une alerte aussi au niveau national, mais même au niveau des parlementaires, hein, parce que forcément, ça rentre euh, dans des statistiques. Donc, et ben, ben, nos représentants, après, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils en tiennent compte pour prendre des mesures nécessaires. Mais par exemple, moi, je vais pas emmener enfin, une victime qui n'est pas prête faire une plainte avec constitution de partie civile. Oui, ça peut être super utile. Des fois, c'est indispensable et il faudrait travailler de concert bah, avec le psychologue à ce moment-là, parce que l'idée, c'est qu'elle soit prête et ça, c'est pas notre partie à nous. Mais des fois, c'est indispensable et d'autres fois, ben, ça sert à rien, ça va plus lui faire mal qu'autre chose. Parce que ben, faut quand même être conscient que quand on fait avec une plainte avec constitution de partie civile, on est devant le doyen des juges d'instruction, qu'on va être face à bah, le doyen, enfin plutôt un juge d'instruction, mais des services de police qui peuvent remettre en question la parole, la crédibilité, alors que ben, il y a une certaine injustice déjà que l'avocat de la partie adverse, dans le cadre de confrontation, peut remettre en question également la crédibilité et c'est vraiment très, très, très lourd et dur. Tout l'entourage peut être interrogé. Enfin, c'est lourd, c'est lourd. Et l'avocat, il est fait pour ça. Et pareil, les services de police, enfin, on va dire que chacun a son rôle en fait. Et c'est important de s'entourer de personnes qui sont compétentes parce que c'est vrai que ben, tous les psychologues ne sont pas formés à ce type de dossier, comme tous les avocats non plus. Et c'est pareil pour les magistrats, euh, tout comme les services de police, hein, et des fois, ben, on est sur la mauvaise pioche et des fois, c'est la bonne pioche. Et des fois, c'est de notre choix et puis des fois, ben, c'est un peu le tirage au sort, hein. Malheureusement. Ce sont des dossiers lourds et longs, en effet. Et si tu devais donner peut-être une astuce, quelque chose qui pourrait faire basculer un dossier vers une meilleure reconnaissance, qu'est-ce que tu pourrais dire? Euh, je dirais, franchement, deux choses. La gestion des émotions, Mm. pour commencer, parce que franchement, quand je dis la gestion des émotions, c'est dingue. J'ai beau rappeler par exemple à mes clients que en fait, à partir du moment où l'avocat prend le dossier, c'est lui qui écrit. Et ben il y en a qui vont prendre le quand même, enfin, qui vont passer outre et qui vont vouloir répondre sous la colère, sous la rage. Euh, et en fait, et ben, bah, du coup, elles vont se mettre en difficulté et ça peut faire complètement basculer un dossier. Et en plus, eh ben, ça nous décrédibilise parce qu'il y a l'avocat de la partie adverse qui nous appelle et qui nous dit non, mais en fait, confrère, consoeur, s'il vous plaît, tenez votre client, donc ça la fout mal. Ça, ça met vraiment le dossier en difficulté. Et puis, je dirais également de faire attention au niveau des preuves et d'écouter son avocat sur les preuves. Et comme je le disais, bah, l'expertise, c'est quand même super important, quoi. Et quand je disais sur les preuves, c'est que des fois, bah, euh, il y en a qui vont insister pour produire certains documents qui n'ont absolument pas leur place et qui les desserrent. Mais vraiment. Et ils sont prêts à faire une procédure contre l'avocat hein, qui leur dit non. C'est quand même dingue. Et voilà. Et des fois, vraiment, ben, on insiste sur les expertises et les personnes ne veulent pas. Et pourtant, ben, comme je te le disais tout à l'heure, un magistrat, il a tendance à regarder, ben voilà, parce que l'expert a dit ça, hop, on prend ce qu'a dit l'expert. Il va pas plus loin. Il va pas chercher plus loin. Et là, pour le coup, on peut mettre tout ce qu'on veut à côté, c'est fin du jeu, quoi. Est-ce que tu aurais un message à passer au grand public pour mieux comprendre ces mécanismes de manipulation ou ces réalités sur les violences psychologiques? Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Déjà, j'ai envie de dire que oui, ça existe. Ça existe et souvent, ce ne sont pas les personnes faibles qui, qui sont ciblées. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il faut qu'il y ait un enjeu, qu'il y ait un challenge. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, eh ben, c'est remis en question, c'est que ce sont des personnes qui ont du caractère, qui pour une fois essayent de se remettre en question. Donc, il y a une petite faille par laquelle on peut s'insérer. C'est la première chose. La deuxième, eh ben, je dirais que ces personnes, elles sont conditionnées. Et c'est pour ça qu'en fait, elles acceptent, entre guillemets, et que leur consentement est fabriqué, hein, qu'elles sont dans cette situation. C'est aussi pour ça qu'elles ne partent pas.
et qu'il y a plein de mécanismes psychologiques que tu expliqueras sûrement mieux que moi, comme la dissociation, la sidération, qui font qu'en fait, eh ben, elles peuvent pas partir, en fait, une fois que tout ça, ça a été mis en place, elles peuvent pas partir comme ça, même si à un moment donné, elles peuvent prendre conscience de certaines choses, elles sont prises, en fait, et ça marche pas. Donc, c'est pas juste une tarte à la crème que des confrères aiment bien utiliser comme terme. Ça existe vraiment et que ça demande du temps aussi bien en tant que réparation pour que la personne, enfin que la victime puisse retrouver ses repères, sortir de l'emprise, parce que c'est pas parce qu'on est sorti de l'emprise d'ailleurs qu'on a complètement fini de guérir, hein, pour commencer, mais également que ça demande du temps aussi, pour ça je tiens à le dire aux victimes, pour les professionnels, pour vous accompagner. Et du coup, effectivement, c'est souvent très chronophage et que c'est important de tenir compte de vos émotions, de ce qui se passe pour vous effectivement au niveau des faits, mais aussi pour les professionnels qui vous accompagnent et qui restent aussi des humains. Et voilà, qui sont sensibles à votre situation, mais à un moment donné, c'est aussi leur travail. Malheureusement pour vous, ça implique aussi une facture derrière, et c'est aussi important de le dire parce que à chaque fois que vous écrivez un mail, des fois, pour vous, c'est un simple mail et la personne, elle va en face de vous, elle va prendre 1 heure à vous répondre ou elle va réexaminer toutes vos pièces et c'est des dizaines, voire plus d'heures derrière que vous ne voyez pas, sans compter la charge émotionnelle qui va avec parce qu'on est des humains et on n'accompagne pas juste des dossiers. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Et merci beaucoup, Émilie, pour cet échange très éclairant sur un sujet toujours très sensible. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi, Émilie, et c'est quoi l'actualité de Maître Émilie Vergne? Ah, merci beaucoup pour ces questions. Alors, on peut rentrer en contact avec moi déjà sur mon site internet, hein, c'est www.vergne-avocat.fr. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que là-dessus, à partir de là, c'est mon site internet et vous trouvez tout. Donc, vous trouvez la chaîne YouTube qui permet de voir toute l'actualité. Ça permet d'avoir la rubrique contact pour pouvoir m'écrire un mail. Le numéro de téléphone également, donc vous tombez sur ma secrétaire, mais au moins elle pourra vous expliquer vous donner plus d'informations. Vous allez tomber sur mon Calendly pour prendre directement rendez-vous, que ce soit pour un appel d'orientation, donc c'est un premier contact, ou pour prendre rendez-vous pour une consultation. Donc voilà. Et puis vous allez avoir aussi les liens de mon Instagram, de mon LinkedIn pour suivre toutes les actualités également dessus. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Euh, Surtout, évitez de m'écrire directement sur LinkedIn ou sur Instagram et tout ça parce que je centralise tout sur les mails, sinon je ne m'en sors pas. Déjà qu'il y a beaucoup de mails. Et puis l'actualité, là, je viens juste de sortir un livre sur l'emprise psychologique qui s'appelle Emprise en procès, comprendre, prouver, se libérer. Il est sorti il y a 2 semaines. Donc voilà, il est disponible sur Amazon en format broché, donc papier, ou Kindle, c'est-à-dire digital, hein. Euh, donc voilà, qui permet d'expliquer ce que c'est que l'emprise psychologique, quels sont les mécanismes, quels sont les profils des auteurs, des victimes, euh, comment le droit l'appréhende, qu'est-ce qu'il faut prouver, comment les outils, les red flags, enfin des manipulateurs, les red flags, comment se libérer avec plein d'outils concrets également, comment se protéger. Donc ça fait quand même 812 pages, c'est assez conséquent, hein. Oui. Ouais, au fur et à mesure, j'étais entourée de professionnels. À chaque fois, on me posait des questions supplémentaires et je me disais, ah en fait, il manque cette rubrique, et il manque cette rubrique, et il manque cette rubrique. Donc voilà. Et puis là, j'ai un podcast avec toi, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Et puis, il y a des interviews qui vont suivre. Et le plus simple pour pouvoir y accéder, c'est d'aller sur mon site internet parce que tout va être recensé dessus. C'est Ce parfait. sera beaucoup plus pratique. On mettra le lien de ton site dans la description de l'épisode si tu veux bien, et puis également les références de ton livre Avec grand plaisir. Merci beaucoup. pour te trouver. En tout cas, merci infiniment, Émilie. Je te dis à très bientôt sur une nouvelle parenthèse au barreau ou ailleurs pour te revoir dans la vraie vie. Avec grand plaisir, Barbara. Merci pour cette invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, surtout sur un sujet aussi important, à mon sens. À bientôt, Émilie. À bientôt, Barbara.
conclure cet épisode, peut-être quelques mots du point de vue psychologique. Dans les dossiers judiciaires, on accorde souvent beaucoup d'importance à la cohérence du récit. Pourtant, en psychologie, cette notion mérite d'être nuancée. Les travaux de Daniel Kahneman sur l'illusion de cohérence ont montré que nous avons tendance à privilégier les récits qui sont simples, fluides et cohérents, parce qu'ils sont plus faciles à comprendre et donc plus convaincants. Mais cette cohérence apparente ne garantit pas la véracité des faits. À l'inverse, d'autres travaux en psychotraumatologie, notamment ceux de Bessel-van der Kolk sur le trauma et sur son récit fragmenté, montrent qu'une personne confrontée à un stress intense ou à un événement marquant peut avoir un récit fragmenté, non linéaire, parfois hésitant. Et ces caractéristiques peuvent être interprétées comme un manque de crédibilité, alors qu'elles sont souvent compatibles avec une expérience réelle. L'enjeu est donc de ne pas confondre cohérence du récit et cohérence de l'expérience vécue. Et c'est précisément là que l'éclairage de la psychologie peut être essentiel pour mieux comprendre ce qui se joue derrière la manière de raconter. Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode des ressources, un guide, ainsi que des formations autour de l'expertise psychologique appliquée au droit, pour mieux comprendre, objectiver et faire reconnaître ces situations. Parce qu'en matière de preuve, ce n'est pas seulement ce qui est cohérent qui compte, c'est aussi ce qui est humainement compréhensible. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de continuer à donner la parole à celles et ceux qui éclairent les coulisses humaines de la justice. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse au barreau.